Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse avec Flaubert Vuillier à cette question. Elle a refusé une promotion. Est-ce que c'est grave? On va s'intéresser à ce sujet. Flaubert est cofondateur de la Manufacture RH et a créé le podcast 13e mois. Le cercle RH, le monde du travail se raconte en BD. Bah oui, de temps en temps, il faut faire un petit pas de côté dans Smart Job et on va le faire. Full, corporate, bullshit, des dessins et des textes truculents qui se moquent très gentiment, très sympathiquement du monde de l'entreprise. On accueillera les deux auteurs de ce livre génial. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, les RH du dernier kilomètre de livraison. Tiens, c'est intéressant. On accueillera Sarah Jiménez Fauvetti, elle est directrice des opérations chez Trusk. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Avec moi, Flaubert Vuillier, Bien dans son job, pour répondre à cette question. Cher Flaubert, vous avez créé la Manufacture RH et ce podcast 13e mois MOIS. Exactement. RH, avec le négociateur Combalbert, je crois. Le dernier invité, oui, Laurent Combalbert. Laurent de Combalbert, négociation en entreprise. Ancien négociateur du RAID. Vous vous posez cette question et vous allez tenter d'y répondre. Grave ou pas grave de refuser une promotion? Déjà, je serais tenté de dire qu'il y a de plus gros problèmes dans la vie que de refuser une promotion. Ça va, il faut tout remettre à sa place. Non, pas grave, pas grave. Une promotion, déjà, c'est une option. C'est pas une obligation. On ne nous met pas un pistolet sur la tente en nous disant sinon, c'est que c'est... Le jeu est, c'est que c'est pas clair. Le jeu n'est pas le même. Non, c'est pas grave. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans la vie, une carrière professionnelle, on la voit toujours en mode ascenseur. Si je devais prendre une image, c'est l'image de l'ascenseur. Oui, c'est vrai. Il y a du monde devant l'ascenseur, là, on pousse, on va absolument monter dedans, mais au final, c'est pour aller où? C'est l'ascenseur qui va m'amener à l'endroit où je veux aller. Est-ce que c'est le bon moment pour moi de prendre cet ascenseur? Si c'est pas le bon moment, c'est un acte de lucidité, voire de courage, que de dire non, je vais refuser cette promotion. Mais vous avez été DRH avant de créer la Manufacture. Vous avez été DRH. Je vous ai eu des interlocuteurs. Comment vous réagissiez, en toute honnêteté, quand ils vous disaient non, cette promotion ne m'intéresse pas? Alors déjà, je n'ai pas été le seul, puisque j'ai vu une étude qui disait que 57% des DRH ont déjà rencontré cette situation avec un collaborateur qui dit non. Ouais. Moi, j'ai une image en tête, un vécu d'une collaboratrice à qui on voulait donner un centre de profit, la nommer directrice d'un centre de profit. Sa patronne est allée la voir et la collaboratrice a refusé. Sa patronne est allée la voir un peu avec ses biais à elle, sa façon de voir les choses. Ok, je vais donner une augmentation sur un poste de directrice, elle va le prendre parce qu'elle voyait les choses comme ça. Logique. Elle l'a un peu bâclé, on va dire. La collaboratrice a refusé parce que c'était pas son moment à elle. Elle vivait autre chose, elle n'en avait pas envie. Elle a évolué après, mais pas sur ce poste-là. Mais c'était pas le moment où il fallait... C'était pas le moment. Et après, il y a des choix de vie aussi. Il y a des moments... C'est aussi ce qui fait que je suis assez confiant sur le futur des RH par rapport à l'IA. Il faut avoir tout ça en tête. Il faut sentir ces choses-là. C'est de l'humain, c'est du relationnel. Donc, après, ce qu'il faut faire... D'accord, l'IA ne le remplacera pas, ça. L'IA ne le remplacera pas, je suis assez serein là-dessus. Et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de l'être humain. Après, ce qu'il faut surtout, c'est plutôt que de se dire... Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi elle a pas voulu, etc. C'est un peu vexé, quoi. Voilà, c'est plutôt mettre de l'énergie avant. On l'avait pas bien préparé, certainement. Et moi, au niveau RH, je me suis dit tiens, j'aurais peut-être dû plus accompagner la responsable avant. Donc, prendre un peu d'énergie avant pour se dire qu'est-ce qui fait, vu la personne à qui je vais proposer, qu'elle va accepter. Qu'est-ce que je dois mettre dans la balance? Il n'y a pas qu'un salarié, ça représente beaucoup de salariés. Dans les chiffres que vous avez, oui. Un tiers des salariés qui auraient ou qui ont refusé une promo. Ça, c'est une enquête qui a été faite en 2022 pour l'Observatoire de la mixité, BVA, etc. Et ils ont interrogé 2000 personnes. Et un tiers de ces 2000 personnes ont dit « Moi, j'ai déjà refusé une promotion ». Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quasi la même part chez les hommes et chez les femmes. Donc, comme quoi, ça arrive régulièrement. Un focus quand même, parce que ça c'est un sujet qu'on a traité ici et qui est intéressant de développer, c'est la génération Z. Un peu rétive, elle aussi, qui dit non, moi je veux pas être manager, je veux pas être chef. 50% de cette génération dit j'ai pas envie d'un poste en middle management. Ils sont, je crois, 70% à avoir une mauvaise image de ces postes-là.
Mais en fait, quand je viens de dire les mots mauvaise image, c'est aussi qu'est-ce qu'on renvoie comme image quand on est à un poste du dessus. Qu'est-ce qu'on renvoie comme image? Il ne faut pas oublier qu'une promotion, et c'était dans l'enquête qu'on a citée avant, de l'Observatoire sur la mixité, c'est aussi qu'est-ce qui m'inspire dans les gens qu'il y a au-dessus de moi? Est-ce que j'ai envie d'aller travailler avec ces gens-là? Est-ce que j'ai envie de me donner auprès de ces gens-là? Quelles sont les valeurs? Et on est vraiment au cœur de tout ça quand on parle d'une promotion. D'où le fait, au risque de se répéter, qu'il est important, lorsqu'on réfléchit à une promotion, ou à confier ou à donner une promotion, de finement la préparer avec le manager, la RH ou le CEO, si c'est lui qui pilote le projet. On est d'accord? C'est très important. On est déjà dans un acte de management. Faire la proposition, c'est un acte de management. Donc il faut prendre le temps avant, plutôt que de se dire après, ah là là. Alors bon, on peut faire un retour d'expérience en se disant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mais surtout, c'est avant, qu'est-ce qu'on met dans le poste? On va le proposer à Stéphanie. Stéphanie, elle en est où dans sa vie? Qu'est-ce qui va attirer Stéphanie? Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans la corbeille, ouais. Voilà. Si il y a que de la politique à faire, c'est pareil. C'est des choses qui repoussent les gens de se dire mais qu'est-ce que je vais aller faire un cran plus haut, à faire de la politique, à me donner corps et âme pour ça. D'autant que ceux qui sont en bas et qui vont avoir la promotion voient quand même le manager qui travaille 2 fois plus. Ben, c'est l'image qui Ouais. renvoie. Il y a une enquête qui disait 77% des managers, je crois que ces chiffres-là, Ouais, disent qu'ils travaillent plus, beaucoup plus après avoir été nommé manager qu'avant. Donc c'est un repoussoir, enfin, je veux dire, c'est pas... Ben, surtout si on est sur un poste à vocation managériale, surtout si on lui dit tu continues de faire ce que tu faisais et en plus on te donne une équipe. Et souvent on te dit on te augmentera dans un an en fait. Oui, on verra ce que tu vas donner. Non mais ça arrive quand même. Mais donc, pour répondre à votre question, l'image que renvoie le manager, ben, c'est la meilleure publicité ou pas pour les équipes en dessous, se dire j'ai envie de prendre un poste et j'ai envie d'évoluer. Et comme pour clouter peut-être, l'IA ne remplacera pas la manière, la psychologie qu'on peut avoir lorsqu'on amène une promotion. Si c'est mal vendu, mal posé, on a l'impression que ce n'est pas une promotion mais une sanction. C'est là que l'humain doit faire toute la différence. C'est là que les personnes doivent s'intéresser aux gens, à l'humain. Qu'est-ce que tu vis? De quoi tu as envie? Ok, je sais que Adrien a envie de ce poste-là, ou en tout cas, il a envie de ça dans sa carrière. Je vais mettre même quelque chose supplémentaire pour avoir son accord sur le poste. Ouais, envie d'avoir envie. Merci. Oui, c'est une phrase importante en RH. Je crois qu'on l'a déjà cité. On l'a déjà cité j'aime bien, ensemble. J'aime bien. Envie d'avoir envie. Flaubert Vuillier, cofondateur de la Manufacture RH. Merci pour cet éclairage et ce podcast, 13e mois à découvrir avec Laurent Combalbert. Merci Flaubert. On tourne une page, on s'intéresse alors à l'entreprise, parce que Smart Job, c'est les RH et l'entreprise, mais alors les RH à travers une BD extraordinaire. On accueille les 2 auteurs, on va se faire une petite tranche de rire et se moquer un peu de nous aussi, c'est amusant, c'est le cercle RH. Le cercle RH pour faire un petit pas de côté, parler de l'entreprise, ce que l'on fait d'ailleurs chaque semaine, mais faire un petit pas de côté pour la raconter en BD, en bande dessinée, avec des auteurs qui observent le monde de l'entreprise, le monde du travail, et qui mettent parfois le mot un peu bullshit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla, et pas forcément toujours de résultats pour singer une publicité. On en parle avec 2 auteurs que vous aimez, que vous connaissez. Fix, parce qu'on va vous appeler par vos noms d'artistes. Fix, je suis très heureux de vous accueillir. Vous avez sorti, et vous venez de sortir, Full Corporate Bullshit, le grand dictionnaire illustré de l'entreprise, de A à Z. Exactement. Et c'était dur pour la lettre Z. Z, oui. D'ailleurs, justement, je l'avais mis de côté, la lettre Z. On va en parler, gardons le suspense. Et vous étiez venu nous présenter l'un de vos livres il y a quelques mois, pendant le Covid de mémoire. Merci d'être revenu. Et puis avec nous, Gabs. J'ai bien Bonjour. Gabs. Gabs, oui. Gabs, vous tenez à votre S. Je tiens à mon S. Gabs, merci d'être là, parce que vous êtes venu avec votre livre, Le bonheur au boulot. Et là, celui-ci, le télétravail. Vous écrivez, et 2 styles différents, mais 2 regards qui arrivent au même point. Qu'est-ce que vous avez en partage tous les 2 sur cette entreprise, Gabs? Je pense qu'en partage, ce qu'on a, c'est l'humour et le dessin. C'est clair. Après, sur l'entreprise. Ah, sur l'entreprise. Fix, vas-y, commence, après je verrai. C'est pas évident comme question. Et je pense qu'en fait, à travers l'humour, alors mine de rien, on traite le sujet de l'entreprise, du travail, donc on traite le quotidien des gens. Et les gens, ils y passent
8-10 heures par jour. Et je pense qu'avec nos dessins humoristiques, ce qu'on essaye tous les deux de faire tant bien que mal, c'est d'amener les gens à une petite prise de recul, on va dire. Une prise de recul avec le sourire. Mais Oui, c'est ça. il y a à la fois de la moquerie, du regard un peu à la fois compatissant pour le collaborateur. Enfin, c'est quoi? C'est grinçant, c'est moqueur, c'est décalé. Comment vous définiriez ce regard sur l'entreprise? Bah, très souvent, moi, on m'invite pour animer des grandes conventions, des grandes messes d'entreprise, et on me dit que je suis le regard extérieur. Donc, je me mets à l'extérieur du groupe, C'est parce ça. que l'entreprise, c'est un groupe humain comme les autres. Je regarde, et moi, j'ai vraiment pas le sentiment d'inventer mes dessins. J'ai vraiment l'impression d'écouter ce qu'ils me disent, c'est des remontées de terrain, comme Ouais. ils disent, et je C'est les vrai. dessine avec mon décalage et avec mon humour. C'est votre matière première. C'est ma matière première, mais j'ai vraiment l'impression d'écouter et transcrire. Alors, à ma manière, bien entendu. Alors c'est rigolo parce que moi je vais prendre le contre-pied de Gaps. Moi j'ai l'impression d'être le regard intérieur. Est-ce que j'ai travaillé auparavant en entreprise En pendant une entreprise. douzaine Alors, d'années c'est notre et différence. j'ai l'impression, enfin moi ce qui m'amuse le plus en tout cas, c'est d'aller jouer sur le vécu, le ressenti que je devine que les gens ont dans telle ou telle situation face à tel ou tel message, parce que moi-même je l'ai vécu auparavant en tant que salarié. On va commenter certains de vos dessins qui sont extraordinaires et d'ailleurs qui montrent aussi à travers l'histoire de Gaps et les vôtres aussi, hein, l'évolution du monde du travail. En 92, vous sortiez déjà un livre sur le management. Oui. Mais à l'époque, excusez-moi, il n'y avait pas l'IA, l'ordinateur était balbutiant ou c'était des très grosses machines. C'était quoi le management? C'était quoi le regard que vous portiez à l'époque sur l'entreprise il y a maintenant plus de 20 ans? Le premier livre, c'est Management, je me marre. C'est vraiment une collection que j'ai créée avec un ami. Puis après, maintenant, je vole de mes propres ailes. Mais on était les premiers à faire de l'humour sur l'entreprise. Mais ça veut dire qu'on a considéré l'entreprise comme pouvant accepter l'humour. Alors que l'humour était relégué dans la bande dessinée, dans les comics et dans la politique. Et nous, on nous a appelés, les dessinateurs, on nous a appelés à l'intérieur des entreprises. Voilà. Et ça, c'est fantastique parce que, quelque part, c'était un peu diabolisé, ce monde de l'entreprise, et ces gens qui gagnaient de l'argent, oh là là, mon Dieu, il ne fallait pas. Puis en fin de compte, non, c'est un groupe humain comme les... Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est un groupe humain comme les autres, et donc, ils ont le droit, eux aussi, à leur dose d'humour. Ça, c'est intéressant. C'est aussi le pas de côté que fait l'entreprise sur elle-même en acceptant de vous accueillir. Parce qu'on vous accueille sur ce plateau, mais les entreprises vous ouvrent les portes. Complètement. Ils veulent que leurs collabs se marrent. Vous vous moquez d'eux, en quelque on fait sorte. tous les deux du dessin en direct dans des conventions, dans des conférences. Et moi, ce qui me bluffe à chaque fois, c'est qu'en fait, on a carte blanche. Ah oui, sinon, Il y a pas sinon de... je viens pas. Ben voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de filet de contrôle derrière de la part des directeurs ou des organisateurs de ce genre de convention. On y va, Donc, oui, ils prennent le risque. pied au plancher, et on se marre. Ouais, et on se marre ensemble. Quelques dessins, parce que ça montre aussi l'évolution, je le redis, l'évolution technologique. Oui. Celui-ci, Nicolas Juchat, qui est dans mon oreille et derrière en coulisses, il y a celui-ci que je trouve assez génial, Gabs. Bonjour, attendez, je regarde si j'ai une appli pour vous répondre. Alors celui-ci, je trouve très drôle, parce qu'il incarne, je trouve, le monde moderne dans lequel on vit. C'est-à-dire, on se parle que par smartphone interposé, c'est ça que vous nous dites. Parlons-nous, les gars, serrons-nous la main. Oui, c'est un petit peu ça, la distance que donnent ces outils technologiques, le manque de temps qu'ont les gens. C'est peut-être le 20e dessin que je fais pour dire aux gens, dites bonjour. Très souvent, on m'appelle, Gab, j'ai un problème, on vient de déménager. Faites-moi un dessin pour dire aux gens de se dire bonjour le matin quand ils arrivent. Mais j'ai l'impression d'avoir fait depuis 20 ans, 30 ans, si ce n'est pas depuis plus longtemps encore. Ça, ces rapports humains à l'intérieur d'un groupe, ça n'a pas du tout changé. Alors maintenant, il y a la technologie, donc il y a l'application. Celui-ci qui est intéressant parce que fixe, pour pas qu'il y ait de jaloux, alors ça, on voit le dessin de bonjour, parce que c'est une volonté de se dire bonjour. Et on n'est pas obligé on est sur son smartphone, voilà, on peut avoir une communication directe. Et moi, j'ai sélectionné celui-ci, on en a plein d'autres à vous montrer, mais il y a deux SDF que vous transformez en SDF avec des visages d'animaux, Oui. On anthropomorphise. Il y a, toi aussi, tu as eu un souci avec ton business model, à votre bon cœur. Il est incroyable ce dessin, c'est la dégringolade sociale aussi que vous Oui, racontez. c'était derrière ce. Alors, ce dessin, il vient illustrer le mot business model parce que mon livre, c'est un dictionnaire. Et effectivement, j'avais envie d'un truc un peu trash sur ce mot business model qu'on entend tout le temps et qui a sa signification. Et Très usité, c'est le fait de construire un budget c'est comment tu marches au niveau économique. Et je me suis dit, c'est quoi l'extrême que je peux prendre où ça marche vraiment pas?
Donc, c'est-à-dire qu'ils Donc sont- il est un peu plus dur celui-ci. Ouais, effectivement. c'est deux types qui sont aujourd'hui par terre en train de boire leur litron de rouge et de tendre leur sébilles. Ouais. Les retours que vous avez des collaborateurs, parce qu'on entend, hein, les patrons vous disent, bon allez, quartier libre, là on a bossé comme des bêtes, on va se marrer. Ça j'entends. Qu'est-ce qu'ils vous disent les collabs? Eux aussi, ils ont, parce que j'ai compris que c'était votre matière première, Gabs, mais qu'est-ce qu'ils vous racontent aussi de ce qu'ils lisent, de ce que vous leur montrez? Alors moi, je suis très touché de ça. C'est que très souvent, les gens viennent vers moi en me disant merci. Merci de leur avoir fait passer un bon moment déjà, parce que ces grandes journées d'entreprise, ça commence très tôt le matin, remise de badge, accueil café, discours du président, pause technique, C'est et puis ça exactement se termine. Ouais, ouais. Puis il faut aller vite prendre le train, l'avion ou le bus. Et donc là, ils me disent merci de les avoir fait un peu sourire, respirer, et puis surtout merci d'avoir traduit cet inconscient que j'arrive à puiser dans les 300, 500, voire 1000 personnes, de l'idée que eux ne peuvent pas exprimer. Moi, je l'exprime de façon détournée en dessin. Et donc, c'est un merci de leur avoir fait passer du bon temps et un merci d'avoir su traduire ce qu'ils peuvent pas dire. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le Ouais, ressens. mais effectivement, il y a ce ressenti complètement. Merci de m'avoir... Et, alors merci d'amener de la légèreté, une espèce de bulle un petit peu joyeuse dans ces temps parfois un peu lourdingues. Et en même temps aussi, il y a souvent une espèce d'amusement autour de la complicité. De dire, mais vous étiez dans la salle de réunion, vous étiez dans notre vous m'avez couloir. percé, quoi. C'est notre vécu. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que je vis. Vous l'avez mis en image, vous l'avez mis en mots. Quoi. Celui-ci, on le vit, c'est le coworking avec cloison qu'on voit dans les films américains Gaps, pardon. Je téléphone à mon client et là, il y a des types derrière les cloisons qui disent je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ça vous fait marrer parce que vous avez vu, il y a une tendance open space, Oui. on a une petite tendance à refermer l'open space. Vous avez vu, c'est Ouais, ah bah oui. hein Oui, oui. ça, il est intéressant celui-là, c'est le collègue de boulot qui fait chier tout le monde, quoi, en un mot. Ben, c'est ça, voilà, c'est très bien dit. Hein. Félicitations. Moi, je le dis avec des mots, vous le dites avec des dessins. Non, mais c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que cette réalité qui est en parole comme ça n'a pas beaucoup de substance, mais une fois que c'est dessiné, il y a des petits détails, il y a des cloisons, il y a des choses comme ça, et ça passe, oui. En revanche, là, et Gabs l'a précisé, vous êtes des dessinateurs tournés vers l'entreprise. Vous n'auriez rien pu faire d'autre parce qu'on sent que vous creusez ce sillon du dessin de l'entreprise et de la relation. Est-ce que vous ne dites pas, tiens, à un moment donné, j'ai envie de me lancer dans un Lucky Luke, si, complètement. Ça fait partie des possibilités, mais pas fermé, le monde de l'entreprise, c'est quelque chose sur lequel j'ai des trucs à dire et sur lequel j'ai encore des trucs à dire. Donc c'est pour ça que Et donc je vous continuez à creuser ce sillon. Oui, bah oui. Vous aussi, Gabs, ça fait longtemps que vous travaillez sur le monde de Oui, l'entreprise. moi, j'ai jamais travaillé comme fixe dans l'entreprise, donc j'ai rien vraiment à dire sur d'extérieur. l'entreprise. Par contre, si j'y travaille, c'est que l'entreprise s'est ouverte aux journalistes, aux photographes, aux dessinateurs. Donc moi, je me suis engouffré là-dedans et ça marche, donc je continue. Mais sinon, moi, j'ai fait plein de livres sur la psychanalyse. Là, j'ai des projets de livres d'enfants depuis que je suis grand-père de 2 plus beaux petits-fils du monde. Donc, moi, je suis pas du tout fermé à d'autres sujets. Mais l'entreprise reste le groupe humain le plus ouvert à ça, quoi. Je suis d'accord, effectivement. On entend souvent dire que c'est aujourd'hui l'un des derniers groupes humains, l'une des dernières communautés humaines à laquelle les gens appartiennent. Puis c'est des gens qui bossent pour nous. Moi, je trouve ça très bien. On fait encore nation dans l'entreprise pour faire utiliser un mot qu'on dévoie en ce moment. Celui-ci, j'ai trouvé vraiment génial. Celui-ci qui correspond à la lettre que vous connaissez par cœur. Là, le lit, un couple, le cas, alors heureuse. Et la femme répond, disons qu'il serait temps quand même de revoir le KPI de notre couple. Bah oui. Je trouve ça génial. Génial. C'est-à-dire qu'on utilise, là vous utilisez les mots du business. Ouais. Les KPI, c'est la rentabilité, c'est ce que la boîte va distribuer. Et là, on le transpose au couple. C'est l'utilisation de ces mots dans un contexte complètement déplacé, en fait. C'est ça qui fait la blague. Comme avec le business model chez les deux SDF. Poignée de main entre un jeune génération Z et un senior plus, avec une bulle dont on non verbalisée, avec les petites bulles. Vieux con, jeune con. Ah oui. Là, vous nous racontez aussi, c'est-à-dire avec tout le discours ambiant de diversité, inclusion, vous nous dites en fait on est dans une guerre de génération. Non, c'est pas aussi abrupt que ça comme message. C'est juste que. Ils se traitent de con quand même. Oui, bien sûr. Mais enfin, tout le monde se traite de con. Pas toujours, non.
Ce dessin-là est très très vrai, parce que dans un de mes livres précédents qui s'appelle Junior, Senior dehors, je l'ai fait aussi, et Ah ouais c'était dans l'ascenseur. Comme quoi, si tous les deux on l'a fait, c'est que c'est une réalité. Ouais. On l'a C'est-à-dire pas. qu'en fait, on a les a On le priori. sort pas de nulle part. Ah, c'est Bah oui, on a des biais cognitifs. Mais c'est marrant, je te le ferai voir, Ah bah oui, parce que avec j'ai amené volontiers. le livre. Ouais. Merci. Juste avant de nous quitter, les sujets sur lesquels vous travaillez. On a entendu que la matière brute, c'était ceux que vous rencontriez dans l'entreprise, et qui allaient Ouais. vous nourrir. Mhm. Votre matière première de dessinateur avant ensuite de le coucher sur un papier. Ah bah, c'est la même chose, hein, c'est le vécu des collaborateurs en entreprise, Là, des c'est- managers et des pas managers. C'est quoi votre inspiration? L'IA vous inspire? On parle que d'IA en ce moment, on parle que de transformation Alors, un numérique. petit peu l'IA, ouais, effectivement. Et là, je me prépare à porter en BD un livre sur les biais cognitifs. Donc, je sors un petit peu du monde de l'entreprise, justement. Ouais, très bien. Très intéressant. Biais cognitif, d'ailleurs, qui est vieux con, jeune con, Bah oui, c'est un biais cognitif. ça, on peut le mettre dedans. On peut le mettre dedans. Mhm. C'est-à-dire l'a priori qu'on a sur un vieux et réciproquement sur un jeune. C'est quoi, Gabs, les sources d'inspiration? Il y a le télétravail, évidemment, le Covid a été aussi une source pour vous deux d'ailleurs Mhm. sur le télétravail. C'est quoi la suite là? C'est quoi votre matière première Mais c'est les gens que je vois dans la rue, où est-ce qu'ils vont? Ils vont au travail, après ils en reviennent. C'est quoi leur laps de temps entre le fait de partir de sa maison et de revenir? Où est-ce qu'ils perdent ou qu'ils gagnent leur vie? C'est ça que je trouve. C'est une matière humaine comme les autres, quoi. Et je me pose beaucoup de questions. C'est un peu comme quand je dépose mes petits-enfants à l'école. J'espère qu'ils vont y prendre du bon temps. Et pour moi, je ne fais pas de différence entre les groupes humains. C'est un groupe humain qui est au travail, mais on va retrouver les mêmes si on fait une croisière sur un bateau, les mêmes à la plage, les mêmes au ski et tout ça. communauté humaine Ouais. Ouais. dans Et des à part- contextes? Les groupes humains, et à quoi est-ce que les gens passent leur temps? Et dès qu'on observe, on tire des trucs drôles. Hein. On termine par quelques mots de fixe parce qu'on avait promis la lettre Z. Ah oui, Alors, ouais, donc vous êtes c'est pas trituré. évident. Quand on arrive à Z, on se demande un peu quel mot on va trouver. Zone de confort. Bah oui, ça marche. Et là, Ah vous oui. dites expression d'origine pépouse, moi j'aime beaucoup, désigne l'ensemble de ces petites habitudes qui structurent votre quotidien, entre lesquelles vous vous baladez nonchalamment, tranquille, sans faire d'effort. La zone de confort. Et là, vous y mettez un petit dessin, évidemment. Ce matin, je suis sorti de ma zone de confort. Dit l'une, au lieu d'un cappuccino, j'ai pris un expresso. Et sans sucre. Ah, je me sens un homme nouveau, comme libéré. So badass, lui répond la deuxième. Vous mettez des références Darwin Awards honoraires, la citation la plus accidentogène du monde. Donc vous vous marrez. Oui. Ce qui est Je me suis intéressant. autant marré à écrire les textes. Voilà, que c'est les ce que je dessins. voulais vous dire avant de partir, c'est que les dessinateurs s'expriment avec des dessins. Là, vous y mettez quand même un volume de texte assez Oui, il y conséquent. a les 50% de texte. C'est quoi? C'est important pour vous aussi de l'associer au texte? Parce que parfois, le dessin se tient tout seul. Oui, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ces définitions. Et c'est un petit peu nouveau pour moi d'écrire. C'est ce que je veux. Et j'y prends, enfin voilà, Et ça vous je a plu? je m'éclate vraiment. Et ça va beaucoup plus vite que de faire un dessin. De la couleur chez Fix. Vous, c'est quoi? C'est un crayon? C'est quoi votre... Bah, moi, je reprends. Je veux pas perdre les gens qui me connaissent par les entreprises. Quand je dessine en entreprise, c'est vraiment du noir et blanc. Donc, J'ai fait ça. Et puis après, bon, il y a. Non, je vois pas la nécessité. Je ferai des petits. Alors, Fix, il a l'avantage de faire des animaux. Oui. Donc, des animaux, ça amène de la couleur. Une girafe, c'est jaune et noir. Voilà. et il Moi, met c'est jaune. que des êtres humains. Et comme je traite des gens qui travaillent, ils sont souvent en gris ou en bleu marine. C'est vrai. Et c'est Donc, je vois très- pas l'utilité de. Ouais, c'est tout à fait juste. Effectivement, on le précise pour ceux qui ne connaissent pas Fix, mais qui vont le découvrir après l'émission. On anthropomorphise, ce sont des salariés humains. C'est des animaux. Il y a beaucoup de lapins. Voilà. Les SDF, c'est quoi? C'est des lapins aussi? C'est des chiens. C'est des chiens. Il y a un lion et un chien. Il y a un lion et un chien, comme quoi tout n'est pas perdu. Je présente votre dernier livre, Full Corporate Bullshit, sorti chez Diathéno, si Oui, je ne c'est ça. m'abuse. Et puis je voudrais présenter l'autre livre, celui de Gabs, Le bonheur au boulot. Je me marre, comme vous pourriez le dire à l'oral, édition Erol. Merci à vous, messieurs. Et puis le télétravail, Merci. ça c'est Gabs aussi. Merci de nous avoir éclairés, fait rire, sourire. Allez chez les meilleurs libraires pour acheter les livres de nos dessinateurs préférés. Merci à vous deux, messieurs. Merci. On Avec tourne grand une page, plaisir. restez une seconde avec nous, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et là, on redevient très sérieux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser
Alors c'est un sujet d'écologie, c'est le fameux dernier kilomètre, mais c'est aussi un sujet d'emploi parce que derrière il y a des entreprises et on va en parler avec Sarah Jiménez Fovetti. Bonjour Sarah. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale de Truck. Trusk. Trusk, contraction de trust et de truck, Exactement. camion, entreprise qui s'est spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre de gros colis. Le canapé, la cuisine, les meubles, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme gros colis dans les villes. Et vous êtes en recrutement d'abord. Qu'on comprenne bien votre modèle. Combien de collaborateurs aujourd'hui chez Trusk? Alors aujourd'hui, on est 102. Donc on grossit très rapidement, hein. Donc on recrute actuellement 6 personnes chez Trusk et on croît à un rythme de 15% par an. Donc on a besoin de chaque fois plus de collaborateurs. Mais par rapport au modèle, parce que vous avez raison, quel type de profil est-ce qu'on recrute? On est commissionnaire de transport. Donc en fait, on n'a pas de livreur en interne chez nous. Donc ce sont des prestataires qui travaillent pour vous? Exactement, ce sont des professionnels du transport. Mais nous, en interne, on a de la technologie, hein, des développeurs qui vont développer tous nos outils pour pouvoir opérer correctement, du service client, du dispatch, et puis surtout des responsables transport, donc qui vont piloter nos sous-traitants transporteurs. Concrètement, c'est un marché compliqué, c'est un univers professionnel compliqué, parce qu'il y a du développeur, il y a ceux qui vont organiser des tournées qui, objectivement, à Paris, ressemblent un peu à un casse-tête. Entre j'arrive pas à me garer, c'est impossible, et les clients sont pas là. Enfin, c'est des métiers très particuliers quand même. Oui, c'est des métiers particuliers. Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur organiser les tournées. Nous, ça fait plutôt partie de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a optimisé nos ordonnancements, c'est-à-dire les tournées, à travers la technologie. Donc, on a développé en interne nos outils d'optimisation de tournées. Donc, c'est un Waze amélioré qui permet d'optimiser les bonnes rues, les bons endroits et voilà, d'avoir des horaires, j'imagine. Oui, évidemment, des horaires, bien respecter effectivement le créneau du client et puis prendre en compte tout ce qui va être le volume, hein, puisqu'on en a parlé, c'est des colis volumineux, et puis la charge utile des camions pour bien qu'ils puissent embarquer toute la marchandise. Alors, vous étiez auparavant directrice des opérations, c'est-à-dire l'opérationnel que vous décrivez parfaitement. Tout à fait. Directrice générale, elle a une vision panoramique, c'est-à-dire l'accompagnement des collaborateurs, leur recrutement. J'ai vu qu'il y avait aussi une volonté d'électrifier. On en est où concrètement? Parce que le fameux dernier kilomètre, souvent on le dit, il faut le faire en électrique. Ouais. Alors, c'est plus qu'une volonté, on est déjà à 50% de nos livraisons qui sont opérées en électrique aujourd'hui. Donc vos prestataires ont une flotte de voitures, de camions électriques. Et de plus en plus. Alors, quand on a commencé en 2020, on avait créé une filiale de Trusk qui était Trusk Rental pour pouvoir justement mettre le pied à l'étrier aux prestataires parce qu'à l'époque, c'était quand même très cher d'opérer en électrique. Mais de plus en plus, maintenant, ça devient accessible. Et du coup, nos sous-traitants louent eux-mêmes maintenant des camions électriques. Alors là, vous avez trop de candidatures ou vous n'en avez pas assez concrètement? Ben là, on constate que le marché a beaucoup changé, hein, parce qu'en 2024, on avait du mal à trouver des candidatures. Là, 2025, notre enjeu, c'est plutôt de sélectionner les candidats, parce qu'on a trop de candidatures par rapport à nos besoins. Donc, un bon problème pour un employeur. Mais ça veut dire que là, les personnes qui viennent solliciter votre entreprise, qui candidatent, c'est quel profil? On a tout type de profil selon les postes. Nous, de toutes les manières, peu importe les compétences, alors ça va vous étonner, mais moi, je ne regarde jamais un CV, par exemple, avant un recrutement. Je regarde le fit culturel de la personne avec nos valeurs. Parce que Trusk, c'est avant tout une boîte dont la culture est forte, dont l'ADN est fort. Et donc, ce qui fait qu'une personne va se sentir bien chez nous, c'est une personne qui va adhérer à nos valeurs, qui sont des valeurs très fortes qu'on incarne chaque jour. Et vos valeurs, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, dans le CV, on ne met pas forcément les valeurs qu'on incarne. Tout à fait. Vous l'appelez, vous dites « Allô, bonjour, c'est quoi vos valeurs ?» Oui, c'est pas facile. Alors, on a 6 valeurs fortes. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais parmi celles-là, on a savoir profiter des bons moments. Voilà, on est plutôt des hédonistes, hein, donc on va réunir toute l'équipe autour de bons moments pour pouvoir... Dans le partage. Dans le partage, exactement. Et puis, évidemment, on se bat ensemble, on ne se laisse pas tomber. La meute, puisqu'on est une meute de loups qui se réunit autour d'événements forts dans les opérations. Et donc, des éléments de solidarité très forts qu'on illustre chaque jour sur le terrain. Donc celui qui poussera la porte de Trusk ou qui a été recruté, c'est parce qu'il est capable de partager, d'être solidaire et d'être embarqué dans une aventure assez incroyable. Merci Sarah d'être venue nous rendre visite. 6 recrutements chez Trusk. Le dernier kilomètre, là c'est des développeurs, c'est des gens qui vont gérer aussi la vie de cette boîte assez incroyable, dirigée par Sarah Jiménez Fovetti. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à nous. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat et à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Charles à la réalisation. Puis merci à vous pour vos messages, votre fidélité. Merci, restez fidèles à Smart Job et à Bismart. Bye bye.